L'histoire du Congo sous le roi Léopold II, on la connaît surtout comme une immense et pure tragédie. Et c'est vrai, ça l'était. Mais ce n'est qu'une partie de l'histoire. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'autre facette, celle qui inspire, celle de la résistance. On va mettre la lumière sur celles et ceux qui ont refusé de plier. C'est la vraie question, non? Au-delà des chiffres terribles et de la victimisation, qui étaient les acteurs du changement? C'est cette histoire-là, souvent oubliée, qu'on va explorer ensemble. L'histoire d'un courage immense face à la tyrannie absolue. Alors, pour bien comprendre la force de cette résistance, il faut d'abord poser le décor. Et quel décor? Il faut se rappeler d'une chose absolument folle. Le Congo, à l'époque, ce n'était même pas une colonie belge. Non, c'était la propriété privée, le jardin personnel d'un seul homme, Léopold II. Et il en a fait une machine brutale juste pour son propre enrichissement. Au cœur de ce système, il y a une expression qui fait froid dans le dos, le caoutchouc rouge. Et attention, on ne parle pas juste de travail forcé, c'était un véritable régime de terreur. Imaginez, on vous imposait des quotas de caoutchouc impossibles à atteindre. Si on échouait, la punition, c'était la mutilation, souvent les mains coupées ou tout simplement la mort. Voilà la machine infernale contre laquelle ces héros se sont levés. Et pour faire tourner cette machine de mort, il fallait bien des exécutants. C'était le rôle de la force publique. En gros, l'armée privée du roi. Un mélange d'officiers européens et de soldats africains, eux-mêmes recrutés de force, souvent très loin de chez eux, pour mater leurs propres compatriotes. C'était littéralement le bras armé de la terreur. Mais, et c'est là que l'histoire devient vraiment puissante, même face à une horreur pareille. L'esprit humain ne reste pas passif. L'histoire ne s'arrête jamais à la soumission. Au fin fond des forêts, dans le secret des villages, quelque chose commence à germer. La résistance s'organise. Il faut vraiment essayer de se mettre à leur place juste un instant. Le courage que ça demandait. Se révolter contre la force publique, ce n'était pas juste risquer sa propre vie, c'était risquer la vie de tout son village, de toute sa famille. Et pourtant, des hommes et des femmes ont choisi de se battre. Ils ont choisi de ne pas subir. Alors, comment on se bat dans ces conditions? C'est ça qui est fascinant. La résistance ne s'est pas limitée à un seul front. Elle a été intelligente, elle s'est battue sur deux fronts en même temps. Un front militaire, sur le terrain, et un front de l'information, pour l'opinion mondiale. On a donc ces deux stratégies qui fonctionnaient en parallèle. D'un côté, les révoltes armées, le combat physique, direct, pour la survie et la liberté. Et de l'autre, une guerre peut-être moins visible mais tout aussi cruciale, la résistance par l'image. Là, le but était de faire exploser la bulle de silence que Léopold II avait construite et de montrer la vérité au monde entier. Sur le terrain, la résistance armée n'était pas une petite affaire, c'était de véritables guerres de libération. Des peuples entiers, comme les Boudja ou les Pandes, se sont soulevés. Des chefs comme Lon-Toulou sont devenus des symboles, des légendes de ce refus de plier. Ces noms, il faut s'en souvenir. Ils incarnent le combat pour la dignité. Et en même temps, sur l'autre front, une alliance assez improbable voyait le jour. Des missionnaires étrangers horrifiés se sont associés à des Congolais incroyablement courageux. Leur arme, l'appareil photo. Ensemble, ils ont documenté les mutilations, les massacres, et ensuite il fallait faire sortir ces preuves du pays. C'était une opération clandestine, ultra risquée. Et l'effet de ces photos a été une bombe. On ne pouvait plus dire on ne savait pas. La réalité, crue, insoutenable, était là, en noir et blanc, irréfutable. Elles ont transformé ce qui n'était que des rumeurs en un scandale planétaire. C'est l'arme qui a fait basculer l'opinion mondiale et qui a fait trembler le roi sur son trône. Finalement, ces deux formes de résistance, le fusil et l'appareil photo, ont convergé. Et ensemble, elles ont réussi l'impossible. Elles ont brisé le mur du silence. Le secret sanglant du roi était exposé au grand jour. Regardons comment ça s'est passé étape par étape. Au début des années 1900, les fameuses photos circulent en Europe et en Amérique. C'est une onde de choc. La polémique enfle tellement qu'en 1904, un rapport officiel, le rapport Cassman, confirme noir sur blanc l'ampleur du désastre. À partir de là, la pression mondiale devient insoutenable. Et en 1908, le roi est forcé de lâcher son jouet. Il cède le Congo à la Belgique. C'est une victoire directe, obtenue par le courage de tous ses résistants. L'héritage de cette résistance va bien au-delà de la chute d'un tyran. Oui, le prix à payer a été terrible. Des millions de vies ont été perdues. Mais, et c'est le point essentiel, cette résistance a prouvé une chose. Même face à la pire des barbaries, la dignité et la volonté de se battre pour sa liberté ne peuvent pas être anéantis. L'esprit du peuple congolais, lui, n'a jamais été brisé. Et on termine là-dessus. L'histoire du Congo de Léopold II n'est pas seulement celle d'une victime.
c'est aussi, et peut-être surtout, celle de combattants. Elle nous rappelle que l'histoire, avec un grand H, est façonnée non pas par ceux qui subissent passivement, mais par ceux qui, contre toute attente, choisissent de se lever et de lutter.